Est-ce qu'on m'entend bien? Euh, Jaja en direct de son vaisseau spatial, exactement. Pour l'instant, vous ne voyez rien dans la petite, c'est l'autre côté, dans la petite fenêtre là. Hein, ça, c'est ce que mon télescope voit. Il fait pas encore tout à fait noir, donc je pense qu'il faudra encore attendre quelques minutes histoire d'avoir quelque chose. On va quand même essayer de le bouger. Ah, on voit quelques. J'ai vu passer quelque chose. Je peux peut-être essayer de lui demander une reconnaissance. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que la musique est-ce que le volume de la musique est ok? Moi, je l'entends même pas. Je l'entends même pas. Et est-ce qu'on m'entend correctement? Salut Coco, comment ça va? Salut Docteur Fion. Bienvenue les amis dans ce premier live astronomie. Plus que un pour le train de la hype. Exactement, ouais. Vous commencez fort. Chez moi, l'orage vient tout juste d'arriver. Bah, j'espère que ce ne sera pas le cas ici, hein, parce que sinon, ça va être une fin de live très rapide. Bah, si c'est le cas, bah, normalement, il n'y a rien de prévu. Mais si jamais c'est le cas, bah, tant pis, on coupera et on mettra vite le matos en place et on refera ça une prochaine fois. Salut Big Marvin, comment ça va? Par contre, les amis, j'ai enlevé toutes les récompenses de points de chaîne, donc tous les sons et tout ça, j'ai enlevé parce que comme je vais vous expliquer plein de trucs, j'avais pas envie d'être coupé constamment par des sons comme c'est parfois un peu technique. J'ai vraiment envie de capter votre attention. J'ai vraiment envie de vous apprendre plein de trucs. Du coup, j'ai préféré pour ce genre de live couper les sons avec les points de chaîne. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Enfin de retour, mais ouais, Docteur Fion, mais ouais. Comment vous allez les amis? Merci à tous d'être venus. Le petit café, c'est dans une gourde pour cette fois. Attendez, parce qu'il y a une mouche qui me trigger. Voilà, paf. Au revoir la mouche. Pour cette fois, le café, c'est dans la bouteille, mais voilà. Bienvenue dans mon vaisseau spatial, ma voiture. Mal, mais sinon bien. Oh, ah bon? Ah, ça recommence les soucis. Ouais, tu veux nous empêcher de faire du bruit. Bah, je préfère que vous me posiez des questions puis que vous parliez entre vous et que vous me disiez si ça vous plaît ou pas, que en fait d'avoir trop de sons, tout ça, parce que voilà, ça risque de me couper dans mon élan et je risque de perdre le fil, tout ça, et c'est pas le but quoi. C'est vraiment le live chill pour que j'essaye de vous apprendre certaines choses, vraiment pour profiter de ce que je vais vous montrer quoi. Très jolie la scène pour le live astro, merci beaucoup OpenPaz, c'est très gentil. Bah ouais, on a fait du bon taf, on est content. J'espère que ça vous plaît à tous. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, je vois encore rien. Pour l'instant, ah, j'ai l'impression que ça a déjà bugué. Alors attendez. Ça risque d'arriver, hein, les petits bugs, tout ça. Quand on a fait un test, la première fois, on n'a eu aucun bug. Parce qu'on a fait déjà, il y a quoi, 2 semaines à peu près, un test pour voir si tout était OK. Effectivement, ça a bugué. Et merci Dr. Fion pour ton sub, c'est super gentil, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ah celle-ci, ouais, celle-ci elle fonctionne forcément, celle-ci elle fonctionne. Moi ça fait un mois que je suis dedans, mais oui effectivement Dr. Fion, je ne sais plus quoi te dire, j'espère vraiment que tes soucis de santé vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qui me fait ce truc là? Il n'arrête pas de bugger. Alors attendez, je vais peut-être devoir relancer le truc du téléphone. Non, ça a l'air ok. Non, ça c'est ok. C'est normal, hein. On va peut-être chipoter 2-3 fois et à un moment donné ça sera lancé et ce sera ok quoi. Hop. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être revenu. Bizarrement, j'ai encore rien. Mon télescope pour l'instant ne me donne rien du tout. Ah, j'ai vu passer un... Ah voilà, ça y est. On a des petites étoiles là. Peut-être dans l'autre sens. Ah non, attendez. Je vais essayer de capturer ces quelques petites étoiles qui passent là. Voilà. Pour que le télescope puisse comprendre en fait. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Je vais lui faire une reconnaissance de champ.
Et à partir de là, normalement, il devrait se localiser. Mais je vous explique ça en détail dans 5 minutes. Ouais, vous pouvez encore faire du bruit avec les subs, avec les beats, avec tout. C'est Cyral qui a offert un sub. Ah, c'est Cyral qui a offert un sub. Oh oui, à Dr Fion. Merci beaucoup Cyral. Merci Cyral pour ton sub gift. À Dr Fion, c'est super gentil. Reconnaissance de champ réussie. Ok, donc ça y est, on va commencer tout doucement à voir des petites étoiles apparaître, tout ça. Le télescope... En fait, voilà, je vous explique le principe. Je vais d'abord boire une petite goutte de café. Oui, maintenant j'ai le badge qui dit que je suis le meilleur. Mais ouais, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, tu es le meilleur pour l'instant. C'est vrai. Le café est chaud bouillant. Coucou vous. Coucou mes loups. Bienvenue dans ma voiture. Il n'y a pas un rôle du coup sur Discord? Pourquoi? Pour les subgifts? Non, il n'y a pas de rôle pour les subgifts, les subgifters sur Discord. Et je t'avoue que ça peut être une bonne idée, effectivement, mais il faudrait alors que j'arrive à trouver comment automatiser le truc entre Discord et Twitch. Et ça, j'en sais rien. Donc on verra ça plus tard, peut-être que ça peut se faire, mais je sais pas. Comment allez-vous tout le monde? Mais ça va très bien. Et toi, ma chère Mélou, comment vas-tu? Alors, je vous explique le fonctionnement dans les grandes lignes, parce que je vais vous expliquer ce que c'est un télescope. On va commencer, dans 2-3 minutes, on va commencer exactement. Mais ce télescope-là, en fait, c'est un télescope spécial blindé d'électronique. Il y a un PC embarqué dans ce télescope. Et si vous voulez, il capte des images, comme n'importe quel télescope, mais en plus, le PC, il stack les images, c'est-à-dire qu'il les empile pour augmenter le niveau de détail. Ok ? Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une image, une belle image à l'écran. On va essayer de... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on a la Lune qui est là à 90%. C'est quasiment la pleine Lune. C'est dommage parce que du coup, les images qu'on va avoir ne seront pas d'aussi bonne qualité qu'on pourrait l'espérer. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. On a pu lancer. Il n'y a pas de nuages. On a de la chance. Donc je me suis dit, on va y aller. Mais normalement, ça doit passer, hein. Ça va passer, hein. Ça va passer. C'est juste que je pense que dans quelques minutes, il fera encore un peu plus noir et ce sera encore mieux, quoi. Tranquille, la gueule de bois ce matin, mais ça va encore. Il faut que t'arrêtes, hein. Faut que t'arrêtes, hein, Mélou. Tu vas te flinguer l'estomac, hein. Et si tu vises la lune, viser la lune, ça ne me fait pas peur. N'importe quoi. Ça commence fort. On peut essayer de viser la Lune, à vrai dire, je ne sais pas si elle est disponible dans les... Attendez, si je tape Moon. Je tape Moon. Est-ce qu'il va nous envoyer sur la Lune? On va regarder. Voilà, je l'ai dans la tête. Pas de chance. Est-ce qu'il va... Oui, je pense qu'il va aller chercher la Lune. Je pense qu'il va aller chercher la Lune. Là, il est en train de chercher... Attendez, parce qu'il y a déjà plein de buées dans la voiture. On va pouvoir faire, vous savez, comme dans Titanic. Ok, ouais, il est en train de chercher. La Lune est pas très très haute dans le ciel, du coup, le télescope est assez à l'horizon. Vous voyez, il cherche, hein. Il est en train de la chercher. Hein. Il est en train de la chercher. On va voir ce que ça donne. Normalement, dans quelques instants, on devrait pouvoir voir la Lune. Voilà, bim. Oula. Voilà. Voici la Lune, chers amis. Est-ce qu'il va me la garder? Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'il va la suivre? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, parce que normalement, ce télescope-là, il n'est pas fait pour ça. Mais on va voir ce qu'il dit. Donc là, en fait, il est en train de se fixer sur la Lune pour pouvoir, parce que vous savez, la Lune, elle tourne autour de nous, de la Terre. Du coup, le télescope va suivre la Lune pour qu'on ait l'image constamment à l'écran. Et là, je pense qu'il galère un peu. C'est un live astro, pas un live coquin, voyons. Mais oui, exactement. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, ceci dit. Attends, genre, tu peux zoomer sur les autres planètes et tout, là. Pas sur les planètes. C'est pas un télescope qui est fait pour les planètes. Je pourrais,
Je pourrais, mais le résultat sera vraiment pas dingue, quoi. Il a beaucoup de mal, hein. Je pense que... Je sais pas s'il va y arriver là. Il est vraiment, ce télescope, il n'est pas fait pour le planétaire, il est fait vraiment pour les objets du ciel profond, genre les étoiles, les nébuleuses, les galaxies, tout ça. Mais pas tellement pour les planètes. Donc normalement la Lune, ça devrait le faire, mais je vois qu'il galère, hein, il galère. Méfie-toi, il veut refaire la scène du Titanic. Je suis sûr qu'elle serait pas contre. Bon, plein de plaisir après live alors. Je sais pas, moi je suis un vieux. Vision amplifiée, problème de traitement d'image détecté, voulez-vous continuer? Du coup, on va dire non. Et on va réessayer de le relancer. On va essayer de le relancer. C'est pas, à mon avis, la Lune, c'est pas dingue. À mon avis, la Lune, ça va pas fonctionner, quoi. Je vais l'arrêter. Je sais pas s'il va s'arrêter. Voilà. Je vais peut-être essayer de faire ça moi-même, la recentrer moi-même. Paf, paf. Voilà. Alors, ce que vous voyez, ces espèces d'ondulations là, c'est simplement les variations dans l'air, les variations de température dans l'air. Ils font que l'image, vous voyez, c'est comme quand vous regardez, vous savez, vous avez déjà vu ça sur l'autoroute par exemple. Vous regardez au bord, et au loin vous voyez une espèce de mirage, hein, comme une flaque d'eau. Hein, c'est un effet d'optique. C'est la même chose en fait. On la voit quand même bien, c'est chouette. On la voit bien, ça pourrait être vachement mieux, mais je pourrais essayer de la relancer en vision amplifiée, mais à mon avis, il va pas vouloir. Et on la verrait beaucoup mieux, mais à mon avis, il va pas vouloir. J'espère quand même qu'elle va fonctionner pour les autres objets, sinon ça va être embêtant. J'aimerais téléphoner à Alpha du Centaure, peux-tu m'aider? Salut Alénou, comment ça va? Bon, je pense que pour la Lune, on devra repasser. Hein. On devra repasser. Mais en même temps, elle est à 90%, donc c'est peut-être ça que ça le fait bugger un peu. J'ai sorti ma tête de la fenêtre pour la regarder et j'ai fait peur aux passants. Quoi? Ah oui, ta tête, oui, ok. Faut pas sortir ta Lune. Hein. Let's go. Allez-nous, t'as pas son 06. Bon, alors la Lune, hein, ok, on va arrêter avec la Lune parce qu'il veut pas. On va simplement commencer, les amis. Je vais faire un petit test. Je vais regarder. Tu veux bien me tenir ça 2 secondes? Merci. Je vais juste le lancer sur notre premier objet. Je vais juste lancer le télescope sur notre premier objet de la soirée. Ça, OSEF. Alors, notre premier objet de la soirée, les amis. C'est l'amas d'Hercule. Alors c'est un... Je suis curieux, t'es installé dans le coin? Je suis à Bléhary. Donc l'amas d'Hercule, c'est un amas d'étoiles, c'est un amas globulaire. Mais avant ça, donc on va lancer, on va regarder s'il le trouve. Et j'espère qu'il va me lancer la... J'espère qu'il va me lancer l'amélioration d'image, si vous voulez. Parce que sinon, ça va pas le faire. La Lune, bof, je préfère la mienne. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, une Lune de qualité. Brûlant ce café. Brûlant, brûlant. On va commencer par des choses assez basiques. Puisque normalement, vous n'avez pas trop de notions d'astronomie. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un télescope. Avant, on va voir s'il trouve l'amas d'Hercule, hein, donc c'est M13 hein, dans le catalogue Messier. Je vais vous expliquer tout ça, n'inquiétez pas. D'abord, je vois s'il le trouve. Je lance l'amplification dès que c'est possible. Vous voyez, là, il est en train de le chercher, là, on voit les images qui défilent. Vous voyez la tâche, là, l'espèce de tâche? Plein de petits points, là, sur la droite de l'écran. Il va la recentrer. Ça, c'est l'amas d'Hercule. On va le voir mieux après, hein, normalement, hein, s'il m'embête pas trop. Parce qu'à vrai dire, je sais pas trop pourquoi la Lune, il n'a pas voulu amplifier l'image, mais... il va recentrer, il faut le laisser faire sa tambouille. On veut Jupiter.
Eh ben non, mais les planètes, je peux pas. Les planètes, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, ce télescope-là n'est pas fait pour le planétaire. Suivi du ciel activé. Ok, je vais lancer l'amplification de l'image. J'espère que... apparemment... Ah voilà, ça y est, voilà. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup mieux. Au fur et à mesure du temps, l'image sera de plus en plus jolie. Pendant qu'il fait son traitement d'image, nous, on va apprendre des choses. Hercule, si tu avances et que je recule, bah oui, Big Marvin, comment veux-tu? Comme quoi, on l'avait dit, astronomie et coquinerie, ça peut aller ensemble. Mais il peut pas faire les plantes. Les planètes. Les plantes, c'est chaud, ouais. Les plantes, c'est chaud, ouais, effectivement. Vous voyez, on voit déjà l'image qui commence à être de plus en plus jolie. Bon. Je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. On va d'abord commencer, les amis, par notre toute première image concernant les explications que je vais vous donner. Il y aura un quiz tout à l'heure. Valène, moi, je la vois souvent, oui, je plaisante. Ah oui, ça, cette vanne, à mon avis, elle va être récurrente. Hein. Alors, la main d'Hercule. Alors non, pas la main d'Hercule. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un télescope? Un télescope, c'est ça tout simplement. Je vais arrêter avec le café. J'en reprendrai tout à l'heure quand on fera une pause. Paf, voilà. J'ai pris mes petites notes. Hein. C'est plus facile pour moi de vous expliquer avec des notes. Au moins, je perds pas le fil. Alors, qu'est-ce qu'un télescope, les amis? Un télescope, c'est un instrument d'optique, forcément, permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des objets à observer. Mais surtout, la luminosité. Pourquoi? Parce que les objets du ciel profond sont très peu lumineux et donc le télescope est là en fait comme il fait office de puits à lumière en fait. Plus le télescope est grand, large, hein, plus le miroir en fait est grand, donc plus le puits est grand, plus il y a de lumière qui rentre et donc plus l'image sera nette. Oui, parce que les objets du ciel profond, comme je vous l'ai dit, sont très peu lumineux, contrairement aux planètes. C'est pour ça que pour les planètes, il faut un télescope de moins grande taille. En fait, c'est juste simplement un télescope différent d'un télescope pour les objets du ciel profond. Il y a un Mixem qui avait fait une vidéo sur ce sujet. Oui, mais non, mais il y en a plein. Hein, il y en a plein des vidéos là-dessus, hein, les gars. Il y en a plein. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. C'est la taille qui compte, effectivement, Matt. En astronomie, c'est la taille qui compte. Sachez-le. Donc, son rôle de récepteur de lumière. Et d'ailleurs, les gens souvent disent ouais, mais tu peux zoomer jusqu'à combien? Mais sauf que ça fonctionne pas comme ça un télescope. Oui, effectivement, il y a un zoom. Mais vous avez vu, par exemple, la Lune, j'ai pas pu la zoomer si fort que ça. Par contre, je peux voir des objets qui se trouvent à des milliers, des millions d'années-lumière. Bon. C'est pas un zoom, c'est simplement la captation de la lumière. Vous allez comprendre. Son rôle de récepteur de lumière est plus important que son grossissement optique. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il permet d'apercevoir des objets célestes ponctuels, difficilement perceptibles ou invisibles à l'œil nu. Eh oui. Les télescopes sont principalement utilisés en astronomie, forcément, car leurs réglages ne les rendent propices qu'aux observations d'objets très éloignés et se déplaçant relativement lentement. Oui, relativement. Parce que il faut savoir que, par exemple, les bras de notre galaxie, par exemple, se déplacent, il me semble que c'est à environ 100 km par seconde. Pour nous, c'est rapide, mais à l'échelle de l'univers, ça bouge quasiment pas, quoi. C'est pour ça que, en réalité, les étoiles bougent. Elles bougent. Mais c'est tellement grand, les distances sont tellement grandes qu'on ne le voit quasiment pas. On a l'impression qu'elles sont immobiles, mais elles ne le sont pas en réalité. Mais à notre échelle, on ne peut pas le percevoir. Si on pouvait vivre des milliers d'années, on s'en apercevrait. Mais à l'échelle d'une vie humaine, on ne perçoit aucune différence. Alors, il y a... Et merci Donovan pour ton follow. C'est très gentil, bienvenue dans la Jaja Family. Tu tombes sur un live astronomie.
On fait pas que ça, c'est une chaîne multigaming aussi. Mais si vous voulez, je ferai une petite explication pendant la pause de tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Là, ce soir, c'est live astronomie. Je suis en train d'expliquer ce qu'est un télescope. Donc, deux types de télescopes. Il y a le télescope réflecteur, communément appelé télescope tout simplement, en France. Voilà. La lumière est focalisée par un système catadioptrique, c'est ça, composé de miroirs, donc c'est une réflexion, et de dioptres. On le voit sur l'image ici, hein. Donc la lumière rentre, donc sur l'image que vous voyez là, rentre sur la gauche. Elle est reflétée par un miroir au fond du télescope, ce qu'on appelle le miroir primaire. C'est sa taille à lui qui compte. Lui, il est grand. Bonsoir, merci. Et merci à toi, Donovan, super gentil. C'est sa taille à lui qui compte. Plus ce miroir est grand, plus le puits de lumière est grand, et donc plus il y a de lumière qui peut être absorbée. Voilà. Et plus l'image sera belle. Et plus on peut voir loin aussi. Bon. Elle est reflétée donc par ce miroir primaire vers un miroir secondaire qui reflète à son tour l'image, donc la lumière en l'occurrence, vers un oculaire. On met son oculaire, on met son œil dans l'oculaire et on observe, tout simplement. Il existe une catégorie de télescopes qu'on appelle par exemple un interféromètre. Un interféromètre, c'est quoi? C'est simplement plusieurs télescopes reliés ensemble. C'est comme ça par exemple vous avez certainement vu ces derniers jours la fameuse image, la fameuse photographie du trou noir qui est au centre de notre galaxie. Elle a été prise avec un télescope qu'on appelle un interféromètre. En fait, ce sont plusieurs télescopes reliés les uns aux autres afin d'augmenter la taille virtuellement du miroir. Oh, mais j'en avais un il y a très longtemps. Faut t'y remettre, hein, faut t'y remettre. Tu peux refaire l'œil dans l'oculaire, s'il te plaît? On va même faire la... Voilà, bon bref. Je sais que vous n'êtes pas venu avec des cacahuètes, donc je vais arrêter de faire le singe. Ça fait un bruit de bouchon de bouteille, mais exactement. Bon. Voilà. Comme ça, vous avez déjà appris ce que c'est un télescope et un interféromètre. Le deuxième type de télescope, les amis, c'est ce qu'on appelle un télescope réfracteur. Rien à voir avec les tracteurs. Rien à voir. Ça s'appelle plus communément une lunette astronomique. Pour ceux qui m'ont vu jouer à Phasmophobia ces derniers jours, là, il y en a un par exemple sur une map, j'ai même dit tiens, je crois que c'est Melou qui a dit regarde, il y a un télescope là. Je lui ai dit non, ça c'est pas un télescope, c'est une lunette astronomique. Ouais, vous voyez à peu près ce que c'est comme ça pour ceux qui étaient là. Je peux vous montrer. Ça, c'est une lunette astronomique. Ce n'est pas, c'est une sorte de télescope, c'est un télescope réfracteur. Comme vous pouvez le voir, la lumière est focalisée par un système dioptrique composé d'un ensemble de lentilles. Ce ne sont plus des miroirs, ce sont des lentilles. Oui, mais maintenant j'en ai plus, je suis pauvre, donc plus tard. Oui, c'est pas donné, c'est vrai. C'est ceux qui distribuent le courrier, pas vraiment. La voiture a bougé, ça me fait peur. Bien. Donc comme vous pouvez le voir, la lumière rentre cette fois-ci à droite sur l'image. Par elle rentre, elle est captée, elle est déviée par une première lentille. Les deux faisceaux lumineux se croisent dans ce qu'on appelle un point focal, et ensuite elle est redirigée vers un oculaire directement. Voilà. Là, on peut j'ai envie de dire le grossissement est peut-être un petit peu plus important que sur un télescope conventionnel, quoi. C'est une lunette, voilà, tout simplement. La voiture qui bouge, nouvelle map Phasmo en pleine nature. Ouais, c'est ça, la voiture qui bouge un peu. J'aime pas trop beaucoup ça, mais bref. On va faire comme si. Alors, en ce qui concerne le Vscope. Alors, le Vscope, c'est mon télescope à moi. Donc, c'est le télescope bourré d'électronique que j'ai. C'est le même principe que pour un télescope normal. Et je pense pas que j'ai mis une photo. Non, ça c'est autre chose. Je vous remets un petit peu, pendant ce temps-là, l'image de l'amas d'Hercule. Donc le Vscope, donc mon télescope à moi, bourré d'électronique, c'est le même principe que pour un télescope normal, sauf qu'après le miroir principal, donc là, après le miroir primaire,
Donc en lieu et place du miroir secondaire se trouve une puce électronique qui va traiter l'image directement. D'accord ? Donc l'image, la lumière arrive dans le télescope, elle arrive sur le miroir primaire comme vous pouvez le voir sur l'image, sauf qu'elle n'arrive plus sur un miroir secondaire mais sur un objectif, un capteur électronique. Voilà. Hey, comment vont les étoiles? Salut Joutley, ça va bien et toi? Tu tombes dans le début. On explique ce que c'est un télescope. Alors plus précisément, pour ce qui concerne mon télescope à moi, il envoie une image toutes les 4 secondes vers un PC embarqué qui va empiler les images au fur et à mesure afin d'améliorer la résolution. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et procéder à un pré-traitement afin de diminuer l'effet de la pollution lumineuse et donc la netteté. Oui, parce que la pollution lumineuse, c'est vraiment le fléau pour tout astronome amateur. Donc la pollution lumineuse, c'est quoi? C'est tout ce qui est lumière dans vos villes, dans les villes. La Lune aussi, c'est de la pollution lumineuse, surtout en ce moment, puisqu'elle est quasiment en phase de pleine Lune. Donc elle émet beaucoup de lumière et tout ça, ça nous donne des photos, des images un peu moins sympas, quoi. C'est pour ça qu'on est dans la voiture, parce que je m'éloigne de la ville pour vous offrir une qualité d'image la plus belle possible. Voilà. Alors, je vais remettre le fameux amas d'Hercule. C'est dommage, attendez, est-ce que je peux zoomer un peu? Je peux faire ça? Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, vous allez me dire, je suis un peu étonné que personne n'ait encore posé la question. Pourquoi est-ce qu'on voit... Après, peut-être que vous n'avez pas encore... Aucun d'entre vous n'a encore posé l'œil dans l'oculaire d'un télescope. Mais si c'est le cas, vous avez remarqué probablement que dans un télescope conventionnel, on ne voit pas les couleurs. Il n'y a aucune couleur. Quand on regarde dans un télescope conventionnel, c'est en noir et blanc. Cet amas d'Hercule, on ne peut pas le voir en regardant le ciel. Tout à fait. Non, enfin tu ne le verras pas, mais je peux t'expliquer, et je le ferai après, comment le retrouver. Comment le trouver, pour te dire, ah, il est là. Je t'expliquerai après. Par contre, le deuxième objet, tu pourras le voir à l'œil nu. Si vraiment... bon, il faudra peut-être que tu le fasses un autre jour, parce que là, voilà, quasi pleine lune, donc tu auras un peu de mal. Mais après, j'y viens, et je vous expliquerai comment retrouver les deux objets que j'ai choisis ce soir, comment les retrouver chez vous, à l'œil nu. Alors, ouais, c'est parce qu'ils sont en 1960, c'est ça, Matt. Il n'y avait pas encore la couleur. Alors, pourquoi on ne voit aucune couleur dans un télescope conventionnel ou dans une lunette astronomique? C'est tout simplement à cause de notre œil, les amis. C'est notre œil qui a un problème. C'est pas les télescopes, c'est pas la lumière, c'est notre œil. En fait, non, notre œil n'a pas de problème. Il est juste fait comme ça. C'est tout à fait normal. Au niveau de la rétine, il existe deux types de cellules photoréceptrices. Les cônes, tout d'abord, qui sont concentrés au niveau de l'axe optique, donc vision droit devant et un peu sur les côtés. Ces cônes sont sensibles aux couleurs et aux détails fins, mais ils ne fonctionnent que si la quantité de lumière est suffisante. C'est ce qu'on appelle la vision diurne, c'est-à-dire que dans le noir, on voit rien. Pourquoi? Parce que nous, ce sont des cônes pour la vision de face, et ces cônes ne fonctionnent pas pour la vision nocturne. J'ai pas fait gaffe aux couleurs, pourtant j'avais observé Mars et Jupiter, il me semble. Et oui, effectivement, et tu ne vois pas les couleurs. Mais la Lune avant elle était... Après, Mars et Jupiter, c'est différent parce que... c'est différent. En fait, tu vois les couleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des objets du ciel, ce sont des planètes, donc beaucoup plus lumineuses que, par exemple, l'amas d'Hercule que tu peux voir dans l'image juste là. Ça, c'est très très lointain, très peu lumineux, et donc c'est un peu la vision nocturne, tu vois. Et donc on ne peut pas le voir avec les couleurs. Par contre, oui, les planètes, tu peux. Les planètes, tu peux. Ensuite, donc ça, c'était les cônes. On a les bâtonnets aussi dans l'œil. Les bâtonnets qui sont situés sur la périphérie, cette fois-ci rétinienne, ils permettent la vision dans l'obscurité et la vision périphérique. Mais ils ne perçoivent pas les couleurs et sont peu sensibles aux détails.
Donc, quand on regarde une étoile, une planète, la quantité de lumière est suffisante pour que nos cônes fonctionnent, et donc on voit les couleurs. Mais quand on regarde un objet faiblement lumineux du ciel profond, c'est ce que je vous expliquais il y a 2 minutes, comme les galaxies ou les nébuleuses, seuls les bâtonnets peuvent fonctionner, donc on les voit en noir et blanc en fait. On les voit en noir et blanc à ce moment-là. En fait, c'est simplement, c'est trop loin et il n'y a pas assez de lumière qui en dégage, et donc on les voit en noir et blanc. On parvient à les voir en couleur grâce à ce genre de télescope comme le mien, qui empile les images, qui augmente factuellement, si on veut, la lumière émise par l'astre, et donc du coup on arrive à voir les couleurs. Et sinon pas possible. Ou alors dans les gros télescopes, mais tout dépend quand même effectivement du ciel. Si on a un mauvais ciel, bah, ça ne va pas. J'entends par mauvais ciel pollution lumineuse, surtout. Ça dépend aussi de l'objet observé, s'il est loin, s'il émet beaucoup ou très peu de lumière, et de l'observateur lui-même. Mais oui, forcément, on n'a pas tous la même vision. Hein. Là, les nébuleuses et galaxies commencent à être suffisamment lumineuses, donc pour les gros télescopes, pour exciter les cônes, et donc les couleurs apparaissent. Dans le cas de l'EV-scope, le capteur est beaucoup plus sensible. Donc le V-scope, c'est mon télescope, hein, c'est celui que j'utilise. Le capteur est beaucoup plus sensible que notre œil, c'est un capteur électronique hypersensible qui voit beaucoup plus de choses que notre œil à nous. Il est donc possible de voir les couleurs grâce à l'électronique cette fois-ci. Toujours des problèmes d'excitation. Effectivement. Vous êtes des coquins. Bien. Et moi, c'est pour ça que je vous love. Alors, l'amas d'Hercule, c'est ce qu'on voit là à présent. Je vais prendre une petite goutte de café. M'excuserai, hein. Salut Maki Freeze, comment vas-tu? Bienvenue pour ce live astronomie, tu tombes très bien. Ah ouais, en fait, je viens de regarder, il y a plein de sortes... Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein, il y a plein de sortes d'étoiles, oui. Ça va et vous? Mais très bien, très bien. Petit live astronomie ce soir. Comme tu as pu le remarquer, c'est pas pareil que d'habitude. On est posé, et installe-toi tranquillement, c'est très bien, tu as raison. Et profite. Petit café, parce que j'ai déjà la gorge sèche. Ok, maintenant elle n'est plus sèche, mais elle est brûlée. Bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous me dites, hein, si jamais la musique est trop forte ou quoi, vous me dites, n'hésitez pas. Hein. Votre confort est très important. Alors, ce fameux amas d'Hercule que vous voyez là-bas quoi. Hein. Non, mais pour moi, une étoile, c'est une boule de feu qui brûle à des millions de kilomètres. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Peut-être que si tu me le dis, ça va me revenir, mais comme ça, j'ai pas la ref. Ah, le roi lion, tout à fait. L'amas d'Hercule, ou M13, de sa dénomination du catalogue Messier. Donc le catalogue Messier, c'est un catalogue que Charles Messier a mis au point dans les années 1700, je crois, 1700 et des brouettes. Je ne sais plus exactement, et il a fait une classification comme ça d'un tas d'objets du ciel profond, et c'est notamment ce catalogue-là qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle le marathon astronomie, donc ce fameux marathon que tout astronome amateur connaît, qui consiste à, pendant 12 heures, je crois que c'est 12 heures maximum, aller rechercher tous les objets et aller regarder tous les objets de ce catalogue Messier. Et donc il fait partie, l'amas d'Hercule fait partie, il est classifié dans le catalogue Messier, et donc il porte la dénomination de M13. M pour Messier, 13 pour son numéro dans le catalogue. Bien. Cet amas d'Hercule, on va arrêter de dire M13, on va dire amas d'Hercule, c'est un amas globulaire. Qu'est-ce que c'est un amas globulaire, vous allez me dire? Eh bien, en astronomie, un amas globulaire, c'est un amas stellaire, donc un amas d'étoiles, stellaire, étoiles, très dense, très dense, contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles. Donc là, dans ce que vous voyez, il y a à peu près une centaine de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille varie d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière. C'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup pour nous, une centaine d'années-lumière. Quand on dit une centaine d'années-lumière, les amis, ça veut dire que
pour parcourir la distance d'une centaine d'années-lumière, il faut voyager pendant 100 ans à la vitesse de la lumière. Pour rappel, la vitesse de la lumière, c'est combien? C'est 300 000 km par seconde. On ne peut pas aller plus vite. D'accord? On ne peut pas aller plus vite. Pourquoi la lumière, pourquoi personne ni rien ne peut aller plus vite que la lumière? C'est tout simplement parce que la lumière, c'est deux choses. La lumière, c'est une onde, mais pas seulement. La lumière, c'est aussi une particule élémentaire. Ce sont ce qu'on appelle des photons. Des photons. Les photons n'ont pas de masse. Et si on voulait aller aussi vite qu'un photon, il faudrait qu'on n'ait pas de masse. Vous voyez un peu le dilemme, quoi. C'est pas possible. Donc on ne peut simplement pas, physiquement, aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bien. J'en étais où? Leur densité, donc des amas d'étoiles, donc des amas globulaires. Leur densité est ainsi nettement plus élevée que celle des amas ouverts. Hein, on sent bien la différence, amas globulaire, amas ouvert. Les étoiles de ces amas sont généralement des géantes rouges. Donc effectivement, dans ce que vous voyez là, c'est un amas globulaire et donc il y a énormément de géantes rouges. Une géante rouge, c'est quoi? C'est une étoile en fin de vie. Voilà. Notre Soleil, qui est une étoile, vous le savez, là je vous apprends rien, enfin j'espère, quand il arrivera en fin de vie, il va expulser ses couches externes, il va grossir et il va devenir d'abord une géante rouge. Et quand il aura expulsé toutes ses couches externes, eh bien, il va rétrécir d'un coup très très vite pour devenir une naine blanche. Voilà. Mais d'abord, voilà, il deviendra une néante rouge pour quelques milliers d'années. Et ce qu'on voit là, pour la plupart, ce sont des géantes rouges, donc des soleils en fin de vie. Voilà. Il me semble d'ailleurs que notre Soleil a 5 milliards d'années, je crois. Je sais de tête, je sais plus trop. Mais en tout cas, il est à la moitié de sa vie. Donc ça va, on a encore du temps. T'as déjà pensé à faire preuve de physique? Pas du tout. Pas du tout. Je ne me trouve pas assez pédagogue. C'est beaucoup. Oui, c'est très rapide la vitesse de la lumière. Voilà, donc il est à quel stade de Soleil? Ben voilà, je t'ai répondu. Ensuite, il va exploser puis devenir une bouboule blanche. Puis une bouboule blanche, point. Il en restera une bouboule blanche. Il ne deviendra pas ce que tu peux appeler une bouboule noire parce qu'il n'a pas assez de masse. Il n'est pas assez volumineux. Donc il deviendra juste une naine blanche et il en restera là. Voilà, c'est tout. Non, il n'explosera pas. Si. Mais on sera plus là pour le voir. Donc tout va bien, tout va bien. Alors l'amas globulaire M13 ou Messier 13, très souvent appelé le grand amas d'Hercule, est parmi les objets les plus importants du catalogue Messier. Et c'est pour ça que je l'ai choisi comme premier objet. Je trouve que c'est un objet à la fois simple et fascinant. Je l'aime beaucoup. Il a été découvert par Edmond Halley. Halley, la comète de Halley, ça doit vous dire quelque chose, en 1714 et ajouté par Charles Messier dans son catalogue le 1er juin 1764. Comportant plus de 500 000 étoiles. Donc là, ce que vous voyez, il y a un peu plus de 500 000 étoiles. Il est aussi l'un des plus vieux objets, presque aussi vieux que l'univers lui-même. Son âge est estimé à 12 ou 14 milliards d'années. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Ce que vous voyez là existe depuis quasiment depuis les débuts de l'univers. C'est quand on y pense assez fou, quoi. C'est très beau, oui. Rien que par ça, je trouve cet objet superbe. Son diamètre est de 150 années-lumière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup. Ça a l'air condensé comme ça, on n'imagine pas la distance entre les étoiles. Oui, effectivement, la distance entre chaque étoile est énorme. Mais voilà, elles sont beaucoup plus rapprochées, elles forment quand même un amas par rapport à tous les autres objets. Oh, je viens de comprendre le titre, Halley's Comet, qui s'écrit, oui, mais c'est ça. C'est tout à fait ça, Cyral. Il a cependant la particularité de contenir de nombreuses étoiles jeunes, ce qui est assez inhabituel pour un amas de cet âge. Ben oui, forcément. Je viens de vous dire qu'il avait à peu près 12 milliards d'années, et pourtant les étoiles dedans sont assez jeunes. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Bonsoir, moi être extraterrestre, moi envahir Terre et stream de Jasquier. Bonsoir mon cher bisounours. Comment ça va? Je suis très heureux de te voir.
Tu arrives encore dans le début du stream, donc c'est super, c'est parfait. Alors, je voulais vous dire que c'est assez inhabituel de le voir, de savoir, quand on sait qu'il contient de nombreuses étoiles assez jeunes, eh bien les scientifiques pensent que ces étoiles ne sont pas nées à l'intérieur de l'amas, hein, mais ont plutôt été capturées par ce dernier. 12 milliards, c'est bébé étoile? Non, 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 non. 12 milliards, c'est très très vieille étoile, quasiment aussi vieux que l'univers lui-même, mais le truc, c'est que, tu sais, voilà, dans l'univers est régi par plusieurs lois. Et l'une des lois les plus connues, c'est effectivement la gravitation universelle. La gravitation universelle, c'est quoi? Ben, vous prenez un bic, vous prenez n'importe quoi, vous le laissez tomber, ça tombe. Voilà, vous le lâchez, il tombe. Ça, c'est une manifestation de la gravitation universelle. Eh bien, au niveau stellaire, c'est la même chose. Le fait est que si vous avez je ne sais pas moi, mettons un amas d'étoiles, comme vous le voyez là, l'amas d'Hercule, déjà formé avec de vieilles étoiles, hein, que ce soit des vieilles ou des jeunes, on s'en fiche. Hein. On va juste dire un amas d'étoiles avec donc des étoiles dedans. Chaque étoile, comment je vais vous expliquer ça simplement? Chaque étoile a une gravité qui lui est propre, qui est assez insane, parce que les étoiles, vous le savez, notre soleil est une étoile et tout notre système solaire tourne autour de cette étoile. Ça veut dire simplement que sa gravitation, sa gravité est insane. Il attire autour de lui un nombre assez phénoménal d'objets. Eh bien, pour un objet du ciel comme un amas d'étoiles, c'est la même chose. Toutes les étoiles à l'intérieur ont séparément une gravité qui leur est propre, mais elle s'ajoute au nombre d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus la gravité augmente. Ben oui, prenez par exemple, vous allez comprendre. Vous prenez par exemple un drap. Imaginez, vous prenez un drap, vous le tendez. Dessus, vous posez au milieu une boule de bowling. Le drap, il va faire ça, on est d'accord. Il va se creuser. Ça, c'est ce qu'on appelle la gravitation universelle. En réalité, ça s'appelle aussi, et je trouve le terme beaucoup plus exact, quand on pousse un petit peu, c'est la déformation de l'espace-temps. Mais ne retenez pas ça, retenez que c'est la gravitation universelle, c'est la gravité. Bon. Donc vous imaginez ce drap tendu, avec cette boule de bowling au centre. Le drap se déforme, hein, à cause de la masse de la boule, et vous envoyez une bille. Vous envoyez une bille à partir du bord du drap vers la boule de bowling. Qu'est-ce qui va se passer? La boule de bowling va continuer son chemin, mais son chemin va être dévié à cause de la boule de pétanque qui creuse le drap. Voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va même tourner pour se rapprocher finalement et rester collée à la boule de bowling. Bon. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que avec le drap, il y a des frottements, donc forcément, le mouvement s'arrête, mais dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Donc imaginez maintenant que ce drap, il n'y a pas de frottement, et donc la bille va continuer à tourner, elle va être captée par la déformation de l'espace-temps de la boule de bowling, et elle va tourner, et elle va se satelliser comme ça. Eh bien là, c'est la même chose. Au niveau de l'amas globulaire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des jeunes étoiles dedans? Parce que simplement, il y a des étoiles qui ont été formées autour, de nouvelles étoiles, et elles ont été captées par le champ de gravitation. Vous apprenez des termes, par le champ de gravitation, la déformation de l'espace-temps qui s'est opérée par l'addition de la gravitation de chaque étoile. Et donc les étoiles ont été capturées ainsi dans le champ de gravitation de l'amas globulaire déjà existant. Voilà. Téléphone maison. Mais nous, ok, on a une masse... Oui, bien sûr qu'on a une masse... La masse de la Terre aussi, une masse gravitationnelle, évidemment. Le temps que la lumière nous arrive, on est sûr que la main existe encore. On regarde le passé, là. Tout à fait, exactement. Mais je vais expliquer ça, j'y viens, Big Marvin. J'ai déjà pensé à tout ça, j'ai tout préparé. T'inquiète pas, je vais répondre à ta question dans les minutes à venir. Non, ne commence pas à rajouter le mot temps, ça fait trop réfléchir après.
Mais c'est parce qu'en fait, le temps et l'espace sont intrinsèquement liés, les amis. Le temps sans l'espace, ça n'existe pas. Donc, mais si vous voulez, je peux vous expliquer ça tout ça avec plus de détails si vous voulez. Mais là, on est dans un live où on fait de la vulgarisation. Donc, pensez juste gravité. Pensez juste gravité. Pas ok, mais oh my bad. Comme dans la V. Hein? J'ai pas compris. Donc nous, la Terre et compagnie, et les voisines, étoiles, etc., on est un amas aussi ou pas? Je me sens con. Ta question est très bonne et je vais y répondre. Par rapport à la question de Cyral, c'est ça que tu voulais dire? La question de Cyral, par rapport au fait que nous, on a une masse gravitationnelle. Le truc, c'est que si tu prends notre système solaire, si tu prends chaque objet de notre système solaire, chaque planète de notre système solaire, chaque planète de notre système a une masse qui lui est propre et donc une gravité qui lui est propre. Tu sais que sur la Lune, la gravité n'est pas la même. Tu sais que sur Pluton, la gravité n'est pas la même. Sur Mars, elle n'est pas la même. Sur la Terre, elle n'est pas la même. Bien. Pourquoi? Parce que simplement, la masse, c'est la masse qui fait la gravité. Elle n'est pas la même. Bon. Plus la masse est importante, plus la gravité est importante. D'accord? Qu'est-ce qui fait que... comment je peux vous expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on reste autour du Soleil? Qu'est-ce qui fait que notre système a une gravitation qui lui est propre? C'est simplement à cause du Soleil. Parce que c'est lui qui nous gouverne au niveau de notre système. C'est lui qui a la plus grande masse, forcément, c'est notre étoile. Et donc, c'est sa masse à lui qui prédomine tout, en fait. Simplement. C'est notre masse à nous, notre déformation de l'espace, notre gravité est infime par rapport... si j'avais su, j'aurais mis des images de ça, j'y ai pas pensé, j'aurais dû. Par rapport à la gravité, la gravitation de notre Soleil. Notre gravitation à nous est minime. Mais si tu veux en revenir au drap tendu, tu prends par exemple, tu prends cette boule de billard, de bowling, cette boule de bowling qui a une masse énorme par rapport à une bille. Elle déforme très très fort le drap, mais la bille, même si tu ne le vois pas, elle le déforme un tout petit peu. Et tu ne le vois pas juste. Mais sa masse est là quand même. Sa masse n'est pas nulle, donc elle déforme quand même l'espace. Et donc sa gravité, même si elle est infime, elle existe quand même. J'espère que j'ai répondu à ta question. Non, il n'y a aucune question bête, allez-y, pas de souci. Par contre, il y a un moment, si je réponds pas à vos questions, c'est parce qu'on est un peu pris par le temps. Tout mon système ici fonctionne avec une grosse batterie, mais une seule batterie. Et je sais pas combien de temps elle va tenir, à vrai dire. Donc, comme c'est la première fois, je sais pas. Donc, peut-être que je répondrai pas à toutes vos questions. C'est pas grave. On les note. Hein. Si jamais je réponds pas, on les note et je vous répondrai lors du prochain live astronomie. On tourne autour du Soleil ou on tourne On tourne autour du Soleil ou on tombe autour du Soleil? Ah, très bonne question. On tombe autour du Soleil. On tombe autour du Soleil. On tombe autour. Oui. On tombe autour du Soleil. Oui. Communément, on tourne autour du Soleil. Mais effectivement, dans le détail, on tombe. Oui. Qu'est-ce que je disais? Donc M13 a été utilisé. Ah oui, là oui, on tombe. Oui, il faut savoir que par exemple, la Station Spatiale Internationale qui tourne autour de nous, en réalité, elle tombe autour de nous. Oui, parce qu'elle est dans ce champ gravitationnel qui fait qu'en fait, elle tourne, elle tombe. Je vous expliquerai si vous voulez ça plus en détail avec des schémas la prochaine fois, je le note. C'est juste que là j'ai pas de schéma donc c'est compliqué j'ai pas pensé à cette question là, mais c'est pas grave. Mais je vous expliquerai ça avec des schémas la prochaine fois. Effectivement on tombe. Oui parce que la gravité, rappelez-vous, Newton, la pomme, elle est attirée par le centre de la Terre à cause de sa gravité et elle fait quoi? Elle tombe. Voilà. Mais je vous expliquerai ça en détail. M13 a été utilisé en 1974, le 16 novembre exactement, comme cible pour l'envoi d'un message à une potentielle civilisation extraterrestre.
Ce message a été envoyé à partir du radiotélescope d'Arecibo. Un radiotélescope, c'est quoi? C'est un télescope, sauf qu'au lieu d'utiliser la lumière, il utilise les ondes radio. Donc, on a envoyé un message en ondes radio grâce à ce radiotélescope, le radiotélescope d'Arecibo, qui participe également, et je vais vous le montrer, ce télescope d'Arecibo. Il est si beau, le voici. Ce radiotélescope participe également au projet SETI. Il contenait des informations comme les chiffres, le numéro atomique de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du phosphore, des données sur l'ADN, la forme et la taille d'un humain, la population terrestre et la position de la Terre dans le système solaire. Il mettra plus de 22 000 ans, en réalité exactement 22 180 ans, à y parvenir, c'est-à-dire c'est donc envoyé vers la Mad Hercule. Hein. Donc plus de 22 000 ans à parvenir à la Mad Hercule. Si jamais il y a une réponse, la réponse nous parviendra dans 22 000 ans également. L'ISS tombe très lentement. Non, très rapidement. Très rapidement, Cyral. Très rapidement. Mais j'ai plus les chiffres, mais j'en parlerai au prochain live, il n'y a pas de souci, je noterai tout ça, aucun problème. C'est très perturbant quand on y pense, tout à fait. Ça vous dit quelque chose, ce message envoyé Est-ce que ça vous parle? Vous en aviez entendu parler ou pas? Petit café pendant ce temps-là. Est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas du tout? Oui. Ok. Aussi, Bisounours aussi, très bien. Vous êtes sûr, vous confondez pas avec autre chose? Alors, vous allez me dire si vous confondez avec autre chose ou pas. Parce que justement, j'avais prévu. J'avais prévu le rebond. Ce message qu'on a envoyé. Oui, mais d'ici là, l'homme aura disparu. Pas forcément. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on fait de notre planète, là, dans les 30 ans à venir. Et même dans les 3 ans à venir. Ça dépend, puisque, vous le savez, hein, ça a fait l'objet d'un live. On fait de cette planète une poubelle. Et effectivement, si on continue comme ça, il ne faudra pas 22 000 ans avant qu'on soit plus là, hein, ça c'est clair. C'est mal barré, en effet, mais bon. Ça a déjà fait l'objet d'un autre live. Cet objet, ces ondes qu'on a envoyées, ce message qu'on a envoyé, il faut surtout pas le confondre avec la plaque métallique Pioneer. Donc celle-ci. Celle-ci. Est-ce que c'était de ça que vous vouliez me... Est-ce que c'était peut-être de ça? Vous avez peut-être confondu avec ça, Matt et Bisounours. Non, pas sur la Lune. Cette fameuse plaque métallique, oui, c'est de ça, je m'en doutais. Voilà, il ne faut pas confondre, ce sont deux choses différentes. Là, ce dont je vous parlais, c'était juste un message radio, mais il y a eu effectivement, donc à ne pas confondre avec la plaque métallique Pioneer embarquée à bord des deux sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées respectivement les 3 mars 1972 et 6 avril 1973. Non, le message radio, je savais, ok. Eh bien, bravo. Sur cette plaque, un message pictural de l'humanité est gravé à destination d'éventuels êtres extraterrestres, un homme et une femme représentés nus, ainsi que plusieurs symboles fournissant des informations sur l'origine des sondes. Il s'agit en fait d'une sorte de bouteille à la mer interstellaire, effectivement. Les probabilités qu'elle soit découverte étant proches, malheureusement, de 0. Voici ces fameuses plaques. Les sondes Pioneer furent les premiers objets construits par des humains à dépasser l'héliosphère. Est-ce que vous savez ce qu'est l'héliosphère? Les plaques sont attachées aux sondes de manière à être protégées de l'érosion des poussières interstellaires, si bien que la NASA s'attend à ce que la plaque et la sonde elle-même perdurent plus longtemps que la Terre et le Soleil. Oui, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt, quoi. Un message plus détaillé et évolué, le Voyager Golden Record est embarqué sous la forme d'un disque vidéo numérique sur les sondes Voyager lancées en 1977. Est-ce que vous savez ce qu'est l'héliosphère, les amis? Je vais vous le dire si jamais vous ne saviez pas. L'héliosphère, c'est... attendez. Pourquoi je parlais de l'héliosphère? Ouais, pourquoi je parlais de l'héliosphère là? Ah oui, elles ont dépassé l'héliosphère.
Les deux sondes ont déjà dépassé l'héliosphère. Et l'héliosphère, c'est quoi? C'est la zone d'influence du Soleil, de notre Soleil. Hein, elle s'étend bien au-delà du système solaire. Et elle est créée par les vents solaires. Et ces vents solaires diffusent un flux principalement composé de protons, d'électrons et de particules alpha. L'héliosphère protège la Terre du rayonnement interstellaire, donc interstellaire entre les étoiles, qui est nocif. S'il n'était pas là, on grillerait tous. Bien. Et les deux sondes ont déjà dépassé cette fameuse héliosphère. Le Smiley n'a rien à faire là. Ah bon. Je vous ai donné la VOD du live où on a parlé de l'état. Effectivement, merci Little Okami, très bien vu. Très bien vu. Merci beaucoup. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais Jaskier, mais comment est-ce qu'on définit la distance et l'âge? Pendant ce temps-là, je vais vous remettre la Mad Hercule. On en était là, je crois? Non, on en était là. Ok, très bien. Donc on en est là. Ouais, parce que je fais tout ça avec la souris, c'est un peu délicat. Je peux pas faire j'ai pas pu prendre mon Stream Deck, donc voilà. Comment est-ce qu'on définit la distance et l'âge d'un objet du ciel profond? C'est quand même une question un peu... on se demande, quoi, mais comment on fait? En gros, c'est notre atmosphère, mais taille adulte. Oui, si tu veux. Si tu veux. Ça n'a rien à voir avec l'atmosphère, mais ce sont... Oui, si tu veux, oui, c'est ça. L'atmosphère nous protège et nous permet de vivre, mais oui, l'héliosphère, oui, si tu veux, c'est un peu ça. En gros, en très gros. C'est un peu ça. Dit vulgairement, oui, on peut le dire comme ça. Alors, comment on définit la distance et l'âge d'un objet du ciel profond? Eh bien, on va commencer par la distance. On le fait à l'aide de la spectroscopie. En termes de rôle. Oui, c'est ça. Nous décomposons la spectroscopie, donc c'est la science qui décompose la lumière et qui l'analyse. Donc on décompose par exemple la lumière d'une galaxie. Si on place un rayon lumineux, ça vous devez connaître, vous avez tous vu ça à l'école. Vous placez un rayon lumineux dans un prisme. Vous savez cette espèce de triangle, hein, cette espèce de pyramide en verre. Hein. On envoie de la lumière, un faisceau lumineux là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? La lumière se décompose en un spectre lumineux. Un arc-en-ciel. D'ailleurs, un arc-en-ciel, c'est exactement ça. Quand vous regardez un arc-en-ciel dans le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le spectre de la lumière, c'est-à-dire la décomposition de tous les états de la lumière. Je ne peux pas le dire autrement. Et qu'est-ce qui fait office de prisme? Eh bien, ce sont les gouttelettes d'eau. Hein, voilà. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un arc-en-ciel s'il ne pleut pas, un minimum. Le spectre de la lumière, ça me rappelle les cours de physique. Ah, mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, mais vous avez tous vu ça, j'en suis sûr. Donc ça, c'est le spectre de la lumière. En analysant ce spectre, nous calculons la distance des galaxies, par exemple. C'est le même principe que l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est quoi? Ah non, c'est pas ça. Ah, je dois revenir au-dessus. Paf. Si, sur les CD. Oui. C'est un peu le même principe, ouais, c'est ça. Ouais, sur les CD, tu vois aussi, c'est un peu le même principe, effectivement. Donc voilà, le spectre de la lumière, c'est le même principe que l'effet Doppler. Donc je disais, calculer la distance entre les galaxies, c'est le même principe que l'effet Doppler. En effet, quand une ambulance, là vous voyez une petite ambulance, c'est plutôt un camion de pompiers, je dirais, se rapproche puis s'éloigne de nous, le son varie. On a tous entendu ça. Ça fait ni nu ni nu ni nu nu nu. Il fait très bien l'ambulance. Le son varie. Eh bien, c'est parce que la longueur d'onde varie. Là, vous pouvez le voir sur l'image. La longueur d'onde varie. Eh bien, c'est simple. Un son aigu a une longueur d'onde courte. C'est-à-dire que là, le petit camion là qui se dirige de gauche à droite, le camion de pompier là, il se dirige de gauche à droite. Vous avez une flèche avec un petit V pour exprimer sa vitesse. Il se dirige donc de gauche à droite. Vous voyez cette onde, enfin dans ce sens-là plutôt, cette onde qui est compressée devant le camion. Pourquoi? Parce que le camion avance. Bien. L'onde est compressée et donc le son, comment je peux vous expliquer ça? Le son est plus aigu, tout simplement. Le son est plus aigu.
parce que l'onde est compressée. Lorsque le camion de pompier se rapproche, les ondes sonores sont compressées, donc ça je vous l'ai dit. Le camion les compresse de par son mouvement et le son est plus aigu. Lorsque le camion s'éloigne, les ondes sonores sont étirées. Vous voyez derrière, hein, l'onde sonore est étirée et le son est plus grave. Eh bien, avec la lumière, c'est pareil. Oui, on a tous vu ça en physique, mais c'est bien de rappeler ça un petit peu. C'est l'effet Doppler, oui, tout à fait. Avec la lumière, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un objet astronomique se dirige vers nous, sa longueur d'onde se compresse et sa lumière se décale vers le bleu. On n'a pas l'effet sonore, puisqu'on parle de lumière, mais par contre, l'onde, parce que la lumière, c'est pas seulement un photon, c'est pas seulement une particule atomique, ce sont aussi des ondes. Eh bien, l'onde est compressée et donc la lumière se décale vers le bleu. Si l'objet s'éloigne, sa longueur d'onde s'étire, vous voyez que c'est la même chose que l'effet Doppler, et elle se décale vers le rouge. Le décalage spectral, on appelle ça le décalage spectral, est proportionnel à la distance des galaxies. C'est la loi de Hubble-Lemaitre. Nous calculons donc les distances à partir d'un étalonnage fait, par exemple, par rapport au spectre de notre propre Soleil. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre que, ben voilà, tel objet se trouve à telle distance et il se déplace à telle vitesse. Il se rapproche ou il s'éloigne. Voilà. Comment on définit l'âge? Ben, l'âge, c'est encore plus simple. On estime l'âge des étoiles qu'elle contient. Donc, par exemple, pour un amas, pour estimer l'âge de l'amas, on estime l'âge des étoiles que cet amas contient. La forme peut varier, la structure interne, la composition de surface par spectroscopie, hein, etc. Il y a plein de manières. On peut parvenir à déduire une estimation de l'âge d'une galaxie. Bien. Comment observer? Vous me posiez la question tout à l'heure, c'est toi OpenPaz, je pense qu'il me l'a posé. Comment observer l'amas globulaire M13? Alors il faut que je trouve l'image. D'abord que je ferme ça. Comment le trouver, ce fameux amas globulaire? Vous voyez, l'image est de plus en plus jolie, hein. Plus en plus sympa cette image. Paf! Comment trouver l'amas globulaire? Et si vous le voulez, si vous êtes en train de regarder ce live sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez sortir de chez vous et je peux vous guider. Je vous avais aussi sur Discord proposé de télécharger une des 3 applications qui vous permettait d'avoir une vision augmentée du ciel et donc de trouver très facilement un objet. Si vous l'avez fait, c'est le moment de sortir de chez vous et de lancer votre application. Je vais vous expliquer maintenant comment trouver ce fameux amas globulaire M13 à l'œil nu. Vous ne le verrez pas, mais vous saurez à peu près où c'est. Je dois m'habiller pour ça, effectivement. Et il faut que tu sortes tes béquilles aussi. D'ailleurs, comment va ton pied, Big Marvin? J'espère que tout va bien. Bon, l'amas globulaire, il se trouve où? Ben, il se trouve dans la constellation d'Hercule que vous pouvez voir ici. Voilà, ça c'est la constellation d'Hercule. C'est imagé, hein, c'est pas une photo qui a été prise, hein, c'est juste une image. Hein. Mais ça montre bien la constellation d'Hercule. Si vous savez où se trouve la Grande Ourse c'est pas difficile à trouver. Vous regardez assez haut dans le ciel et vous allez voir, plus besoin de béquilles. Ah ben c'est nice ça, tant mieux. Vous allez voir 2 casseroles, une petite et une grande. Normalement, depuis que vous êtes petit, vous avez dû à un moment donné vous intéresser et dire ouais mais la Grande Ourse c'est où? C'est là. Peut-être que vos parents vous ont montré, peut-être que votre copine, votre copain qui connaît ou vous a expliqué, mais la Grande Ourse ça doit vous dire quelque chose. Les casseroles ça doit vous dire quelque chose. Alors la petite casserole c'est la petite ours, la grande casserole c'est la Grande Ourse. Alors une fois que vous avez trouvé la Grande Ourse, vous recherchez dans le ciel un immense triangle constitué de 3 étoiles très brillantes. Alors, je crois que c'est cette image-là. Paf! Voilà. Donc là, vous pouvez voir, j'arrête pas de faire des Golgoth là, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de cracher partout, c'est une horreur. Je donne le nom des applis, Jasquier. Tu peux, si jamais ça vous intéresse, vous aurez le nom des applis, vous en prenez une des 3, et version gratuite, ça marche très bien. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous pourrez le faire pour l'objet suivant, vous allez trouver assez facilement. Mais l'objet suivant, il est encore plus facile à trouver. Vous voyez en haut à droite, c'est la Grande Ourse.
Bien. À partir du moment où vous voyez la grande ours, vous regardez à droite ou à gauche, ça dépend. Là, je sais pas d'où a été prise cette photo, donc il est possible qu'il faille la retourner. Mais vous allez voir un triangle, un très grand triangle très lumineux, composé de trois étoiles très brillantes, dont Vega, l'étoile la plus brillante, à côté de la grande ours. Une fois que vous avez Vega, vous y êtes presque. Vous verrez aussi en direction de l'ouest une lumineuse étoile orangée, c'est Arcturus. C'est dommage qu'on ne voit pas ma souris sur l'écran. Arcturus qui est donc dans la perpendiculaire par rapport à Vega, on la voit tout à droite, en dessous de la grande ours. Alors soit vous faites comme ça, soit vous trouvez la grande ours et vous prenez le manche de la grande ours et vous descendez et il y a une étoile très brillante, c'est Arcturus. C'est très simple en vérité. Au début, c'est pas facile. Moi, je les trouve facilement parce que j'ai l'habitude, mais je comprends qu'au début, ce ne soit pas facile. Ce que je vous conseille de faire si jamais vous n'y arrivez pas, c'est de soit télécharger une des 3 applications, vous allez trouver du coup beaucoup plus facilement, ou alors vous refaites la démarche avec la VOD demain ou un autre jour, quoi. Une fois que donc Arcturus se situe au prolongement du manche de la casserole de la grande ours, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. La constellation d'Hercule contient un trapèze bien marqué au premier tiers de la distance qui joint Vega à Arcturus. Donc vous avez une ligne entre Vega et Arcturus. Si vous partez de Vega et que vous allez au premier tiers de la distance vers Arcturus, vous avez trouvé à ce moment-là la constellation d'Hercule. Pourquoi j'ai mis l'image suivante? J'en sais foutre rien parce que je la trouve pas folle. Arcturus, ça me fait penser à Camelot. Ah bon? Pourquoi j'ai mis cette image-là? J'en sais trop rien. Bah, au milieu, là, vous avez au milieu, à peu près, vers un peu. Donc sur le milieu, il y a une espèce de serpent comme ça. Un tout petit peu plus bas, il y a une autre constellation. Ben, ça, c'est la constellation d'Hercule. Maintenant que vous avez la constellation, on va trouver M13. On va prendre l'image suivante. Maintenant que vous avez trouvé, là, voilà. Vous identifiez le quadrilatère formé par les 4 étoiles principales de la constellation d'Hercule. Donc ça, là, vous avez trouvé la constellation d'Hercule. Une fois que vous en êtes là, vous prenez les... Donc vous voyez clairement qu'il y a un quadrilatère. Vous prenez l'étoile de droite du quadrilatère. Enfin, le côté droit, on va dire. Vous divisez alors en 3 la distance qui relie N, qui est en fait au-dessus du... Il est marqué M13, là, juste au-dessus, il y a une étoile avec un petit N dessus. En fait, c'est Eta. Et tout en bas, il y a une espèce de T comme ça, c'est Zeta. Et notre cible se trouve donc au tiers supérieur. Et là, vous voyez M13. C'est compliqué comme ça, mais je vous assure qu'avec le temps, ça vient tout seul, quoi. C'est comme pour tout, au début c'est un peu difficile et après ça glisse tout seul, quoi. Voilà comment on trouve. Je vous le répète, si vous prenez une des trois, exactement, une des 3 applis, vous allez trouver ça tout seul. Ça va aller très vite. Vous allez taper M13 dans l'appli, vous allez faire ça avec votre téléphone et vous allez la trouver direct, sans rien chercher. Mais bon, je trouve ça plus fun de chercher comme ça. Vous allez voir, l'objet suivant sera beaucoup plus facile à trouver. Celui-là, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Alors, je vous disais tout à l'heure, les amis, concernant notre fameux amas d'Hercule, qu'on voit ici maintenant très très bien, il se trouve à 22 000 années-lumière. Et c'est là que je vais répondre à la question de Big Marvin de tout à l'heure. 22 000 années-lumière, ça veut dire que la lumière a mis 22 000 ans. Ça fait un bout. La lumière a mis exactement 22 000 ans pour parvenir jusqu'à notre œil. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde l'image de l'amas d'Hercule, comme on la voit là maintenant en direct, c'est l'image de l'amas d'Hercule il y a 22 000 ans. Eh ouais, puisque la lumière a mis 22 000 ans à arriver. Donc en fait, ce qu'on regarde là, on regarde l'amas d'Hercule tel qu'il était il y a 22 000 ans. On ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde dans le passé, forcément. Et il y a 22 000 ans, pour vous situer un petit peu, parce que vous vous dites, ouais, ok, 22 000 années-lumière,
ça me dit trop rien en fait en termes de distance. La lumière a mis 22 000 ans pour arriver. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Ok, c'est des informations cool, mais ça parle pas beaucoup. Je comprends. Et c'est pour ça que je vais vous imaginer ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passait sur la Terre il y a 22 000 ans? Putain, j'ai le vertige. Qu'est-ce qui se passait sur la Terre il y a 22 000 ans? Comme ça, vous allez comprendre la distance et le temps qu'a mis la lumière pour arriver. Ah bah, donc, au moment où ce qu'on voit, au moment où les premiers photons de lumière sont partis il y a 22 000 ans de l'amas d'Hercule, qu'est-ce qui se passait sur la planète? Les photons de ce que nous observons sont partis il y a 22 000 ans. Donc, nous voyons cet amas tel qu'il était il y a 22 000 ans, puisque la lumière a mis 22 000 ans à parvenir jusqu'à nos yeux. Je vous l'ai déjà expliqué. Que se passait-il il y a 22 000 ans sur la Terre au moment où M13 était... En fait, j'ai même presque pas besoin de mes fiches. Donc, il y a 22 000 ans, c'est simple, les amis. Photo numéro 11, paf. Il y a 22 000 ans sur la Terre, c'était la préhistoire. Voilà. Donc, ce qu'on voit là, maintenant, c'est en fait comment était l'amas au moment de la préhistoire. Eh ouais, eh ouais. Et plus précisément, le paléolithique. On le voit là, hein, vous voyez, hein, moins 15 000, moins 25 000, c'est un peu, dans les deux tiers vers la gauche, plus vers moins 25 000 sur l'image là. Hein. On est clairement dans le paléolithique. Le monde est stable depuis 90 000 ans. Le taux de CO2 dans l'air est faible, 188 ppm, donc 188 parties par million. C'était le taux de CO2 à l'époque. Maintenant, vous pouvez faire x2,5. Ah oui, merci l'industrie. On était un poil plus sauvage, effectivement. Mais on était un poil plus sauvage, mais on était déjà très évolué. Je vais vous expliquer. À l'époque, donc il fait froid et la mer est 120 mètres plus basse qu'aujourd'hui. C'est quoi le plus loin qu'on peut observer? On peut observer jusqu'à quasiment les débuts de l'univers en fait. Avec certains types de télescopes. Salut Alex. Comment vas-tu? Pam. Donc je vous disais, il fait froid et la mer est 120 mètres plus basse qu'aujourd'hui. Nous sommes dans une période glaciaire. Donc au moment où on regarde, au moment où les premiers photons sont partis de l'amas d'Hercule pour atteindre notre œil maintenant, nous étions à ce moment-là sur Terre dans une ère glaciaire. Nous étions Homo sapiens déjà, oui, et nous faisions à l'époque des peintures rupestres. Eh oui, c'était là notre évolution. On faisait déjà des peintures rupestres. Donc on n'était pas si, on était quand même déjà pas mal. Hein. On était quand même déjà pas mal. Pam. Qu'est-ce qui se passait exactement sur la Terre? Bon, quand on faisait des peintures rupestres, c'est très bien. Mais à quoi ressemblait la Terre à ce moment-là? Eh bien, elle ressemblait à ceci. La France n'est qu'une toundra avec sa végétation rase et ses troupeaux de rennes. Donc voilà, par exemple, vous pouvez voir, c'est la toundra. Hein, c'est ce à quoi ressemblait la France au moment où... les premiers photons, enfin les photons, il y a 22 000 ans, les photons de l'amas d'Hercule sont partis pour atteindre notre œil maintenant. Eh bien, la France ressemblait à ça à ce moment-là. C'est nice, Alex, c'est nice. La toundra, c'est pas avec de la neige? Ah non. Ah non. Il n'y a pas de McDo, non, il n'y a pas de McDo. Je pense qu'on a terminé pour l'amas d'Hercule.